Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, que la journée a été riche en découvertes et en réflexions. On m'a quand même bien présenté. J'avais l'intention de me présenter un peu, mais ça a été fait. Et merci, Alexandra. Donc, le but ici de ma conférence, de ma présentation, c'est surtout d'abord d'emmener des réflexions, de suggérer peut-être d'autres paradigmes ou d'autres façons de voir et de penser notre rapport aux animaux. Je ne détiens pas la vérité, je n'offre pas de solution idéale ou parfaite, mais avec mon parcours, j'ai été quand même en lien très proche auprès d'animaux, auprès de personnes, des personnes dans le besoin aussi, à qui la zoothérapie amenait vraiment beaucoup de bien. Mais à travers tout ça, j'ai fait mon parcours vers le véganisme, qui s'est quand même imposé rapidement pendant mes études en philosophie. L'éthique animale m'a amené à me questionner. Puis, c'était pas suffisant ce que ça m'amenait comme réflexion. Et en fait, l'éthique animale et le véganisme m'ont ouvert à toutes les autres formes de pression davantage. Et c'est là que j'ai découvert l'écoféminisme. Et c'est là que j'ai découvert d'autres paradigmes et de façon de penser notre rapport aux animaux. Donc, pourquoi la zoothérapie? Parce que moi-même, j'ai été zooanimatrice. Donc, je n'ai pas de formation en tant que zoothérapeute, mais j'ai été formée par un zoothérapeute. Et à chaque fois que je travaillais avec mes animaux, c'était mes chats d'abord, puis ensuite mes chiens, je me demandais si c'était bien ce que je faisais. Je savais que c'était bien pour les personnes que je voyais, mais je me demandais pour mes animaux, qui semblaient en retirer certains bénéfices. Et puis, je veux juste faire une petite parenthèse. Je sais que la plupart des zoothérapeutes font ça avec beaucoup de considération pour leurs animaux. Le but, ce n'est pas de blâmer les zoothérapeutes, mais c'est de peut-être questionner le paradigme dans lequel ils sont, qui est d'emblée spéciste. Je vais pouvoir vous donner des exemples. Évidemment, la zoothérapie, ce n'est pas que des visites comme d'amitié avec les animaux dans les centres. Il y a plein de formes de zoothérapie, mais par souci de temps, je vais pas toutes les énumérer. Mais il y a aussi, par contre, des animaux emprisonnés en cage, des oiseaux notamment que j'ai pu voir dans les centres de personnes âgées qui sont là et qui attendent de la vie, en fait, puis qui n'ont pas de soins vétérinaires, qui ne sont pas considérés. Donc, j'ai vu toutes sortes de choses et voilà. Donc, comme je disais, le but, ce n'est pas non plus de blâmer les zoothérapeutes, mais c'est de peut-être amener une réflexion puis un questionnement par rapport à tout ça. Alors, on a quand même bien présenté, Alexandra a bien présenté, c'est quoi l'écoféminisme, parce que je veux juste qu'on se comprenne puis qu'on fasse un petit topo rapidement des théories puis des réflexions qui m'ont amené à me questionner sur la zoothérapie. Donc, l'écoféminisme, en effet, c'est basé sur des théories féministes qui remettent en question puis qui critiquent le patriarcat, des rapports hiérarchiques entre les hommes et les femmes, mais les rapports hiérarchiques notamment envers les autres espèces et la nature. Puis, au lieu de poser des dichotomies claires entre hommes, femmes, nature, culture, on va plutôt percevoir, en fait, tout ça sur un continuum et comprendre que notre place, elle est dans la nature. C'est pas juste qu'on a une dépendance à la nature, c'est que nous sommes aussi la nature en tant qu'êtres humains, nous sommes des animaux. Et puis, comment est-ce qu'on peut se positionner à travers tout ça dans une perspective non hiérarchique de respect de tout le vivant? Donc, les normes actuelles nous amènent à voir les choses de façon très compartimentalisée. Je l'ai eu. Et donc, l'écoféminisme nous a amené à voir ça d'un point de vue, comme je dis, un peu plus, en fait, pas du tout hiérarchique. Et puis l'éthologie, c'est l'étude du comportement des animaux, hein, c'est la science des comportements des autres espèces. Et finalement, l'éthique animale, on se questionne sur notre responsabilité morale par rapport aux animaux. Donc, à travers tout ça, j'en suis venue à comprendre que les progrès en éthologie actuellement nous amènent à invalider les représentations qui sont discriminantes, les représentations discriminantes sur lesquelles toutes nos relations, toutes les relations qu'on a avec les autres animaux non humains sont construites sur des représentations qui vont discriminer et qui vont diminuer leur capacité. Donc, je vais revenir à ça un peu plus tard. Je vais juste passer à ça ici. Alors, la zoothérapie. On va rapidement lire la définition ensemble. La zoothérapie, c'est une intervention qui s'exerce sous forme individuelle ou de groupe. Jusque-là, ça va. À l'aide d'un animal familier, soigneusement sélectionné et entraîné, introduit par une intervenante, qualifiée auprès d'une personne ou des personnes, en vue de susciter des réactions visant à maintenir ou améliorer son potentiel cognitif, psychique, physique, psychologique ou social. Ça, c'est Zoothérapie Québec. Déjà, dans un premier temps, à mon sens, c'est très problématique, cette définition-là, parce que juste de dire
à l'aide d'un animal familier, mon questionnement, c'est, je veux dire, je peux jardiner à l'aide d'une pelle, je peux cuisiner à l'aide d'une cuillère. Ce n'est pas un outil de travail. Déjà là, en ce sens-là, ça m'apparaît problématique. L'autre chose aussi, c'est soigneusement sélectionner et entraîner. Comment est-ce qu'on sélectionne un animal? Bien, on va dans un élevage, on prend le plus cute, celui qui est hypoallergénique, celui qui a des caractéristiques qui semblent être bonnes pour utiliser l'animal en zoothérapie. Déjà, en ce sens-là, la zoothérapie, dans sa définition même, selon Zoothérapie Québec, est problématique. Mais, comme j'ai dit, il y en a des bienfaits à la zoothérapie. Les études sont nombreuses, c'est super populaire. J'ai oublié de dire au début, pourquoi je parle de la zoothérapie, c'est que c'est un peu comme l'angle mort dans le véganisme, dans la pensée végane, parce que ça a l'air d'emblée quelque chose de vraiment quand même bien. Tu sais, les gens sont vraiment bienveillants, ça fait du bien aux gens. Puis, c'est dur de critiquer quelque chose qui est socialement hyper accepté. Tu sais, on demanderait à n'importe qui au coin de la rue, la plupart des gens sont comme « Ben oui, la zoothérapie, c'est super cool. » Tu sais, présentement, je fais un stage dans un CHSLD, puis ils ont des chats en peluche qui miaulent, puis qui se tournent sur le dos, puis qui sont bien contents. Puis les personnes âgées adorent ça. Là. C'est comme... Puis tout le monde parle de ça avec beaucoup d'estime, les zoothérapeutes quand ils viennent, les zoothérapeutes quand ils viennent. C'est dur pour moi d'évoluer dans un milieu comme ça où je vois certains problèmes, puis j'observe certains problèmes. Donc, les bienfaits de la zoothérapie, évidemment, on va parler d'estime. Je vais juste... ouais, voilà. Ça améliore l'estime de soi, ça responsabilise, stimulation évidemment sensorielle, des fonctions cognitives. Ça aide à s'intégrer et à adapter à un nouveau milieu. Dans la relation d'aide, c'est super pertinent. Du renforcement, bon, tout ça, c'est aussi sur le site de Zoothérapie Québec. Et il y en a d'autres, il y en a plein d'autres qu'on pourrait nommer. Mais il y a des bienfaits. Est-ce qu'il y a des bienfaits pour les animaux? Moi, je suis pas prête à dire qu'il n'y en a pas, mais on va apporter des nuances à ça. Donc, je vais juste vous présenter rapidement, c'est mon chat Kéops qui est décédé il y a plusieurs années. C'est avec lui que j'ai commencé à travailler avec un autre de mes chats, j'ai travaillé avec lui. Tu sais, on voit quand même dans son langage corporel, il n'est pas du tout stressé, là, il avait vraiment de plaisir. Il dormait sur la job. Tu sais. Ça, c'est quand même pas pire. Pour vrai, il dormait, il était content, puis il se réveillait quand il arrêtait de se faire flatter. Fait il n'était pas particulièrement anxieux, il aimait ça être en voiture, mais quand même, à chaque fois, je me demandais c'était quoi mon droit de lui imposer des relations comme ça. C'est ces questionnements-là qui m'ont amené à me questionner sur nos relations là, spécifiques avec les animaux. Donc, c'est Kéops avec une de ses humaines préférées en thérapie. On va parler de stimulation et de socialisation comme bienfait, puis c'est vrai. Pourquoi? Parce que les animaux qu'on dit de compagnie, c'est des animaux qui sont hypostimulés pour la plupart. Là. Je vous dirais de ce que j'ai vu là, en tant qu'intervenante en comportement, j'allais chez les gens, les animaux de compagnie, qu'on appelle de compagnie, c'est des animaux qui sont hypostimulés, c'est-à-dire que leur quotidien, leur réalité quotidienne ne leur apporte pas toute la stimulation qu'ils ont besoin, ne leur apporte pas la possibilité d'être ce qu'ils sont entièrement, de développer les relations nécessaires pour leur bien-être, de faire des activités physiques, comme juste de socialiser. Fait que le fait de pouvoir emmener ces animaux-là dans des contextes comme celui-ci, par exemple, c'est clair que ça leur amenait de la stimulation puis de la socialisation. Mais c'est souvent juste ça qu'on va dire qui est bien pour les animaux. Puis on dirait que pour la plupart des gens, ben, ça suffit. Ben, c'est cool, là. Si le chat aime ça, si le chien aime ça, c'est correct. On l'amène puis il est content. Est-ce que ça répond à des besoins dans ce contexte-ci? Oui, mais si on était dans un contexte où on considérait réellement leurs besoins fondamentaux à ces animaux-là, on n'aurait pas besoin d'utiliser la zoothérapie pour répondre à des besoins. Puis la question, c'est est-ce que c'est thérapeutique pour eux? Est-ce que ça leur amène quelque chose de bien, de thérapeutique? Vous allez voir où est-ce que j'en viens avec tout ça. Donc, pourquoi on repense à la zoothérapie? Comme j'ai dit, il y a de l'objectification des animaux, ça c'est clair, c'est sûr. Puis les études en éthologie, puis je vais juste vous montrer rapidement si c'est des trucs qui vous intéressent. Je parle, parce que normalement, cette présentation-là, je donne beaucoup d'exemples. Ça dure beaucoup plus longtemps qu'une vingtaine de minutes. Fait que je n'ai pas le temps de vous donner des exemples, mais Mark Bekoff, qui est un éthologue, c'est-à-dire quelqu'un qui étudie le comportement des animaux, il y a les émotions des animaux, puis il y a la vie morale des animaux aussi. Puis Barbara J. King, qui est une anthropologue qui parle du chagrin des animaux, donc dans leur relation avec les autres, dans le deuil et tout ça. Donc, ces études-là sont claires, puis on ne les prend pas en considération parce que c'est facile de nier leur capacité.
Puis là, tu sais, dans les arguments véganes, ce qu'on dit souvent, c'est « Ah, ils ont des capacités cognitives qu'il faut reconnaître. » Puis je veux dire, je suis entièrement d'accord, là, c'est des super bons arguments. Mais est-ce qu'on peut parler aussi de leur capacité émotive, sociale, relationnelle? Il me semble je trouve qu'on n'aborde pas souvent ça. Puis quand on prend le temps de lire les études, de voir qu'est-ce qui se fait en éthologie, on est capable de voir, puis même sans tomber dans l'anecdotique, là, évidemment, là, dans mon travail, dans toutes les consultations que j'ai faites, je parle de la consultation en comportement félin, dans la zooanimation, j'ai été témoin de beaucoup de choses qui m'ont amené à réfléchir à ça, puis dans le fond, à faire des liens là, avec la théorie. Donc, ils ont une subjectivité, hein, ce sont des sujets de leur vie, donc ils ont des désirs, ils ont des envies, ils ont des capacités à créer des liens sociaux, émotifs. Fait que si on parle de souffrance physique, parce qu'on va souvent aborder ce sujet-là pour justifier le fait d'arrêter d'utiliser l'animal, mais on va parler aussi de souffrance psychologique, de privation. On va souvent aussi amener ces animaux-là à être très inhibés dans leur comportement. On les éduque de façon positive à être pas ce qu'ils sont. Ça, c'est quelque chose qui me choque vraiment beaucoup. Puis, je parle notamment, par exemple, des chiens d'assistance, mais là, ça, c'est un autre sujet, je ne vais pas trop embarquer là-dedans. Là. Mais on inhibe leur comportement, puis on leur dit « tu dois être de cette façon-là », puis c'est dans cette façon-là que ça va être acceptable de commenter. Donc, on les prive de beaucoup de choses, d'une richesse émotive et subjective qu'ils ont. Et si on parle de souffrance psychique, psychologique, émotive, on peut parler aussi certainement de joie, puis de bien-être, puis de bonheur intense qu'ils peuvent partager aussi, qu'ils peuvent vivre en relation, puis on leur nie ça beaucoup. Fait que là, c'est le moment des photos cute. Ça, c'est un singe rhésus qui a adopté, en tout cas, il a décidé qu'il prenait soin d'un petit chiot, puis si on prend cet exemple-là, on peut très bien voir que c'est cet animal-là. Je vais faire une parenthèse. Quand on travaille en comportement, c'est pour ça que j'ai pas mal arrêté de travailler en comportement, c'est qu'on s'évertue puis on se borne à vouloir justifier leur comportement en fonction d'une fonction. Parce que si vous êtes à l'aise un peu avec les théories psychologiques, le behaviorisme, dans le fond, c'est qu'on se dit on n'a pas accès à leur boîte noire, hein, on n'a pas accès à ce qui se passe dans leur tête. Donc, on va juste regarder leur comportement puis on va essayer de voir quelle fonction, qu'est-ce que ça leur apporte de positif ou de négatif. Donc, soit renforcer, pourquoi ça renforce un comportement ou pourquoi ça provoque l'extinction d'un comportement. Bon, c'est une théorie psychologique qu'on a utilisée beaucoup, longtemps, mais il me semble qu'on est rendu vraiment plus loin que ça quand on parle de la psychologie des êtres humains. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas capable d'aller plus loin que ça quand on parle du comportement des animaux? Donc, cet animal-là, est-ce qu'il y avait une fonction à juste prendre soin d'un autre être vivant, d'un autre individu? Peut-être, mais c'est peut-être juste aussi de l'empathie puis de la compassion. On le sait que ça existe chez les animaux, l'empathie. On le sait que ça existe chez les animaux, la compassion. Bon, là, j'ai une photo d'un capybara parce que j'aime vraiment beaucoup les capybaras. Tu sais, un chat, qui n'est pas un animal social à la base, c'est des animaux qui sont plutôt solitaires, n'a aucune. Je veux dire, à part juste le fait d'être en relation avec le capybara à ce moment-là, est-ce qu'il obtient un bénéfice quelconque? Si on ne l'a pas dans le contexte, évidemment, je ne peux pas présupposer des trucs. Mais j'ai de la misère à comprendre pourquoi on n'est pas capable d'utiliser. Ça c'est le gros paradoxe. On est capable de considérer que les animaux ont des capacités psychologiques émotives similaires aux nôtres pour étudier la psychologie des êtres humains. On a soumis des animaux à des conditions épouvantables de privation de leur mère, tout ça juste pour comprendre, mettons, si on prive un bébé de sa mère pendant tant de temps, qu'est-ce que ça va faire? Puis là, on présuppose que chez l'humain, ça fait ça. Mais dans le sens inverse, on ne le fait pas. On ne se dit pas, ah bien, tu sais, c'est tout, comment je peux dire, moi, c'est quelque chose qui me dérangeait vraiment beaucoup quand je travaillais en comportement, c'est que je me faisais toujours dire que je n'avais pas le droit de présupposer de leurs émotions. Donc, je donne un exemple, je n'avais pas le droit de dire, votre animal est anxieux. Il fallait que je dise, votre animal semble démontrer des comportements qui pourraient peut-être suggérer qu'il vit de l'anxiété. Tu sais, je veux dire. Puis évidemment, il faut faire attention à l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme, c'est comme d'attribuer des caractéristiques humaines puis des comportements humains aux animaux. Il faut faire attention. Puis un bon exemple, combien de fois j'ai entendu que les chats, ça se vengeait. T'sais, un chat qui fait pipi, qui urine sur le lit, qui fait ses besoins en dehors de la litière, il se venge parce que je suis partie en voyage. Les chats,
fort probablement pas la capacité de se venger. Il faut faire attention à l'anthropomorphisme, évidemment, mais à chaque fois qu'on regarde les animaux, les autres animaux, on fait de l'anthropomorphisme parce que nous sommes des êtres humains. On ne peut pas se sortir de ce biais-là, il faut juste en prendre conscience. Il faut juste réaliser qu'on a un biais, puis il faut juste être prudent, mais ça ne devrait pas nous empêcher, ça ne devrait pas nous amener à créer une barrière puis dire ça, c'est ce qui appartient aux humains, puis les animaux peut-être que, mais on ne sait pas trop. Donc, d'où mon questionnement sur les relations. Vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec ça, là. Une relation affective, c'est composé de quoi, en fait? On partage des moments, on partage des émotions, beaucoup d'émotions quand on est en relation avec les autres. On s'apporte du soutien, des fois, c'est pas facile. Des fois, même dans la relation, il y a des conflits. C'est quoi qui est le plus fondamental? C'est le fait que ça soit réciproque. Il y a une réciprocité dans la relation. C'est quelque chose qu'on nie aux animaux beaucoup. Nous, on choisit là, majoritairement avec qui on est en relation. Puis, on choisit avec qui on veut créer des liens, sans obligation. Puis, j'ai quelques exemples. Je peux pas prendre le temps de tout vous expliquer, là, chacune des photos, mais c'est vraiment des belles histoires. Bien, souvent, ça part de situations tristes, malheureusement, comme les 3 animaux en haut. C'est des animaux qui ont été utilisés, je pense, si je me souviens bien, dans un zoo bébé. Puis, quand ils ont été rescapés, puis qu'ils maintenant sont dans un sanctuaire, ils ont essayé de les séparer, puis ils se sont dit, ben, tiens, un ours, ça ne vit pas avec un tigre puis un lion. Mais ils ont démontré beaucoup de signes de détresse, de dépression. Fait que là, ils ont dit, ben, on va essayer de les remettre ensemble. Puis depuis ce temps-là, ils vivent ensemble. Puis ils se soutiennent. Ils s'apportent du réconfort. Fait que les relations, ça va au-delà des barrières de l'espèce aussi. Il y a plein d'exemples d'animaux qui créent des relations avec des animaux de d'autres espèces. Il y a une autre photo de capybara. L'éléphant avec le chien, c'est une super belle histoire. Ça s'est malheureusement terminé avec un deuil profond, mais quand on est en relation, on accepte aussi de vivre des deuils. Puis ça fait partie aussi de ce qu'ils vivent. Puis ça aussi, c'est quelque chose qui me dérange de nier le fait que les animaux peuvent vivre des deuils. En comportement, on va dire qu'un animal qui vit une dépression après un deuil, c'est pathologique. C'est pas normal. Bien, on le fait chez l'être humain aussi, puis ça, c'est très problématique. Là, selon le DSM, si tu vis un deuil pendant plus que tant de semaines, bien là, c'est pathologique. Je pense que c'est beaucoup plus complexe que ça, les relations. Fait que là, j'ai vu, il y a quelques années, dans un article du New York Times, il parlait du Serenity Park. Puis là, je ne suis pas allée au Serenity Park, puis ça se peut que ça ne soit pas idéal, parce qu'on est dans un monde spéciste, puis on n'est pas dans un monde parfait. Mais ça reste quand même un endroit très intéressant. Puis là, je me suis dit, hey, c'est ça que ça prendrait vraiment. Plutôt que de parler de zoothérapie, c'est des endroits de guérison. Puis je vous explique rapidement. C'est un endroit où est-ce qu'ils vont, dans le fond, ils sauvent des oiseaux, là, des perroquets, qui ont vécu des traumas, de la maltraitance, bon, tout ce que malheureusement la plupart des animaux sur Terre vivent actuellement. Et là, ils sont dans ce centre-là, puis c'est adjacent à l'hôpital pour les vétérans aux États-Unis. Puis il y a des vétérans qui se font prescrire d'aller là. C'est vraiment une prescription. Le médecin dit là, tu vas aller dans le Serenity Park. Pourquoi? Parce que quand on observe les comportements, on sait que les vétérans, c'est des gens qui, malheureusement, souffrent beaucoup, trop souvent de troubles de stress post-traumatique. Ils se sont rendus compte que les comportements des oiseaux étaient vraiment similaires aux comportements des gens puis aux symptômes des gens qui sont atteints du trouble de stress post-traumatique qui vivent ça. Fait que je vous lis la définition. C'est important pour moi qu'on comprenne bien. Donc, le trouble est un trouble réactionnel qui peut apparaître à la suite d'un événement traumatique. Bon. Un événement est dit traumatique, lorsqu'une personne est confrontée à la mort, à la peur de mourir ou lorsque son intégrité physique ou celle d'une autre personne a pu être menacée. Juste là, tous les animaux sur Terre présentement, sauf exception, vivent ça. C'est sûr. Mais en science, parce que l'étude du comportement animal, c'est juste au Québec, on a quoi, 3, 4 comportementalistes vétérinaires, ce qui est très peu. Les études ne sont pas hyper poussées, parce qu'on n'a pas tant d'intérêt que ça à comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Je veux dire, il y a certaines personnes qui ont des intérêts parce qu'ils sont curieux et ils veulent le savoir, mais ça s'applique majoritairement juste aux animaux dits de compagnie. Et on ne peut pas dire, selon la science, qu'un animal peut être atteint d'un trouble de stress post-traumatique. Moi, je pense, c'est anecdotique encore, là,
Mais ma sœur, elle a adopté un chien à la SPCA qui était un rescue d'un laboratoire de recherche. Puis ce chien-là, là, c'est sûr qu'elle a un trouble de stress post-traumatique. Elle fait des cauchemars à répétition. Elle doit prendre la médication. Elle vit de l'anxiété profonde. Il y a des stimuli qui déclenchent des crises de panique qui durent des heures. Il n'y a rien qu'on peut faire pour la calmer. Ce chien-là n'a jamais appris à être un chien. Elle démontre clairement des symptômes de dépression. Là, elle est quand même très, très bien là, chez ma soeur. Mais reste que cet animal-là est blessé à vie. Là. Fait qu'on appelle ça un choc post-traumatique ou pas, reste que les symptômes sont là. Puis, dans ce lieu-là de guérison, il y a quelque chose de beau qui se passe, c'est qu'il y a une reconnaissance, puis une relation. Puis la zoothérapie, pour moi, c'est pas un truc qui est relationnel. Il faut qu'on le mette dans un contexte relationnel pour que tout le monde en bénéficie. Fait que, il y a plein de témoignages, il y a des vidéos sur Internet si vous voulez aller voir, les vétérans qui parlent. Il y a les gens qui vivent avec ça. Il y a beaucoup de tentatives de suicide, de dépression. C'est vraiment très important ce qu'ils vivent. Puis ils trouvent une paix qu'ils ne trouvaient pas ailleurs, dans aucune autre forme de thérapie. Mais en fait, ce n'est pas tant une thérapie, c'est juste le fait d'être en relation avec des individus qui sont aussi brisés, puis qui ont besoin d'être reconstruits, puis qui ont besoin de regagner la confiance. C'est vraiment super intéressant. Mais comme je dis, ça se peut que ça ne soit pas parfait parce qu'on ne vit pas dans un monde antispéciste, malheureusement, mais ça reste quand même des pistes de réflexion. Fait que, bon, là, mes feuilles se sont mêlées. Plutôt que de parler de zoothérapie, puis c'est là, j'en viens depuis tantôt, j'arrête pas de parler de relation, ça serait tellement mieux qu'on parle de relations thérapeutiques, que ça soit toujours dans un contexte relationnel. Puis là, en travail social, parce que, bon, j'étais déjà super révoltée par ce qui se passe par les animaux et en colère. Je suis en colère, comme on a dit tantôt, mais aussi sur les injustices que les animaux humains vivent. Puis je me suis rendu compte de quelque chose quand je faisais de la zooanimation. Tu sais, les personnes âgées ou les personnes qui sont dans des centres d'hébergement longue durée, on leur permet pas d'être autonomes, ou en tout cas très peu. Fait que moi, j'arrivais avec mon chat puis je disais, c'est maintenant, 5 minutes, puis après je m'en vais parce que j'ai quelqu'un d'autre à voir. Peut-être que la personne n'était pas disposée à ce moment-là d'être en relation. Peut-être que ces deux individus-là, il n'y avait pas nécessairement d'affinité. Fait qu'il y a des choses super intéressantes qui se font. C'est juste des pistes de réflexion. Comme je vous dis, il n'y a rien qui est parfait, mais c'est des pistes de réflexion, à savoir, il y a des endroits il y a des chats sauvés de refuge qui vivent dans des centres de personnes âgées ou dans des centres d'hébergement longue durée. Puis, évidemment, si l'animal est considéré puis qu'on en prend soin, mais ça donne l'autonomie à tout le monde. Ça donne l'autonomie à l'animal de choisir quand et où et avec qui il va être en relation. Et les personnes qui sont là aussi le choisissent. Donc, ça crée des lieux puis des liens différents. Puis, l'année passée, il y a Patrice Jones qui est venue ici faire une conférence. Puis j'aime beaucoup Patrice Jones. Puis, elle parlait du Vine Sanctuary qu'elle a créé, co-créé. Puis, elle parle, c'est un sanctuaire où les animaux ne sont pas mis en fonction de leur espèce. Là. Il y a comme un partage des espaces, évidemment, de façon sécuritaire. Puis, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont observé, dans ce contexte-là, des caregivers. Puis des caregivers, dans le fond, c'est les animaux qui sont là depuis un bon moment. Et quand il y a un nouvel arrivant qui arrive, hein, un arrivant qui a probablement vécu un événement traumatique, que son intégrité physique ou celle des autres a été menacée, bon, ils arrivent, ils sont stressés. Les caregivers, par leur personnalité, leur tempérament, vont aller vers ces animaux-là, peu importe l'espèce, puis ils vont les apaiser, puis ils vont les guider, puis ils vont les calmer. C'est quand on se permet d'observer leur comportement, leur réel comportement, et non dans une optique d'industrie, c'est là qu'on peut vraiment voir tout ce qui peut se passer dans le lien relationnel. Puis Patrice Jones a dit que partager de la joie, c'est, que ce soit physique, émotif, psychologique ou intellectuel, c'est ça qui crée un lien entre les personnes. Puis c'est ce lien-là qui est important pour moi, puis je pense que c'est ce lien-là qui va nous amener à les voir autrement, les animaux. Que ce ne soit pas juste en termes de notre responsabilité à leur égard, certes, oui, mais je pense que ça prend de l'humilité aussi pour être capable de vraiment comprendre ce qu'ils sont. Ça m'amène à dire, on entend beaucoup, il faut être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, puis je comprends pourquoi que beaucoup de personnes vont dire ça, beaucoup de véganes vont dire ça, mais moi je pense qu'il faut plus prendre un pas de recul puis essayer de reconnaître puis d'écouter leur voix pour vraiment mieux les comprendre puis les connaître. Puis c'est à travers tout ça que tout le monde va en retirer des bénéfices.
Donc, en ce sens-là, moi, je pense que les animaux, je ne suis pas sûre qu'ils sont bien d'accord avec la zoothérapie. Je pense que les animaux pensent, je pense que les animaux pensent. D'après moi, ils gagneraient vraiment beaucoup et on gagnerait beaucoup, puis on grandirait beaucoup à travers une autre forme de relation ou une autre forme de lien puis de contact qu'on pourrait avoir avec. Alors, voilà. Merci. J'imagine c'est la période de questions. Oui. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Sinon, je pense que je vais être à la table après. Ouais, exactement. Il y a une table FVM où vous allez pouvoir parler à Sophie. Merci beaucoup d'être venue. Merci. Et vous voulez prendre la parole ou sinon vous pouvez aller la voir à sa table. Ah, tu veux que je revienne à l'autre PowerPoint avant? Juste pour relire la dernière page. Voilà. Merci. Oui, bien, c'est Patrice Jones dans un texte qu'elle a écrit dans un recueil écoféministe piloté par Carol G. Adams puis Laurie Gruen. D'ailleurs, l'écoféminisme, rapidement, je l'ai dit tantôt, hein, qui parle de végétarisme, de véganisme depuis le début des années 70. Fait que, je pense que c'est quelque chose qu'on a juste comme occulté beaucoup, parce que souvent la parole des femmes étant occultée, puis on met de l'avant beaucoup la parole des hommes. Je pense qu'on est passé à côté de quelque chose dans les dernières décennies, à ne pas considérer le travail qui se faisait par les femmes qui voyaient des liens clairs dans les oppressions entre les animaux, les femmes et les autres personnes victimes de différentes formes d'oppression. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions à poser maintenant à Sophie? Sinon, vous pouvez aller à la table. Bien, merci beaucoup. C'était vraiment très intéressant. Tu disais que tu n'avais pas nécessairement de solution, puis je l'entends, puis on ne va pas t'en exiger, mais dans cette ouverture-là sur une relation thérapeutique, tu donnais un exemple qui était je me souviens plus du nom. Le Serenity Park. Exactement. Puis l'autre exemple, ça semblait être peut-être un arrangement où les animaux et les humains cohabitent, puis ils ont comme un certain choix d'interagir ensemble. Ça, c'est deux pistes super intéressantes. Puis à ta connaissance, est-ce qu'il y en a d'autres? Parce que ça m'intéresse beaucoup, la relation thérapeutique qui peut être bénéfique aux deux. Puis je me demandais si, dans les pistes qu'on peut regarder, est-ce qu'il y en a d'autres qui te viennent à l'esprit ou c'est... Bien, oui, en fait, je pense que c'est un peu une perspective post-abolitionniste, où on considérerait leur volonté, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, là, les animaux, comme relation. Mais il y a des trucs qui sont intéressants, comme il y a des organismes qui vont prendre des chiens de refuge, qui vont les éduquer avec des méthodes très, très positives pour être des accompagnateurs, dans le fond, d'enfants qui sont atteints, qui sont dans le spectre de l'autisme. Donc, dans le fond, ça devient comme, oui, un animal de compagnie, mais ça reste comme un soutien émotif mutuel. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être intéressant, probablement en modifiant ou en établissant des balises pour s'assurer de leur bien-être? Mais entre ça, par exemple, puis les animaux d'assistance comme on connaît actuellement, c'est énorme la différence. On peut penser, par exemple, il y a des programmes d'enfants qui ont des difficultés d'apprentissage qui vont lire dans les refuges aux chats. C'est des endroits qui n'ont pas de jugement, ça aide vraiment beaucoup la confiance des enfants, puis en même temps, ça amène une présence pour les chats. Mais je pense qu'on pourrait tout le monde réfléchir à des façons. Dans les sanctuaires, je n'ai pas envie que les sanctuaires, ça devienne des zoos, là, évidemment, ce n'est pas l'idée. Mais comment est-ce qu'on pourrait intégrer, par exemple, il y a un autre exemple, c'est des chiens qui vont... c'est des chiens qui ont besoin d'être adoptés puis qui ont des comportements qui sont assez problématiques, soit d'agressivité ou des chiens qui l'ont eu difficile, qui sont emmenés en prison, bien, une vraie prison pour humains. Puis là, ils sont jumelés avec des prisonniers ou des fois, c'est dans des prisons pour femmes aussi. Et là, les personnes qui sont là ont la responsabilité d'un animal. À l'aide, il y a une personne qui est là pour leur expliquer les techniques d'éducation, pour travailler l'aspect relationnel, que le chien regagne confiance envers les humains pour qu'éventuellement, il puisse être adopté
Puis il y a vraiment beaucoup de bienfaits associés à ça. Les personnes qui vivent ça, ça donne un sens à leur vie, là, parce qu'on s'entend que ça doit être assez répétitif, ce qu'ils vivent au quotidien. Puis en même temps, ça aide les animaux à se trouver des familles à long terme. Je pense que ce serait un autre exemple. Mais donc, pour revenir au sanctuaire, je pense que les sanctuaires, ça pourrait être un bel endroit thérapeutique avec des animaux qui ont besoin de regagner confiance. Je suis sûre qu'on pourrait, à mon sens, on a toutes les capacités à trouver des façons pour que ça se fasse, mais il faut juste y réfléchir, puis se donner l'espace, puis de changer de paradigme, en fait. Là, voilà. Si je peux ajouter, il y a Gentle Barn aussi, un sanctuaire justement en Californie et au Tennessee qui amène des enfants et des animaux ensemble là, dans une relation thérapeutique. Il a même écrit un livre. Alors, ouais. Ah, super. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Mais merci encore, Sophie Lecomte.